Est-ce que vous êtes né à Marches? Non, en fait, j'aurais pu naître à Marches, enfin à l'hôpital de Haye, comme tout un chacun, mais ma marraine était infirmière à Sainte-Élisabeth à Namur. Je suis donc né à Namur, mais mes parents habitaient au Logne, qui ne faisait pas encore partie du Grand Marche à l'époque, Ouais. bien entendu. Et vous habitez Marches depuis... J'habite plus Marches depuis. Ah, vous n'habitez plus Marches? J'habite à Wayet, c'est à 3 kilomètres d'ici. Oui, En 2012, j'ai participé aux estivades de Marches-en-Famenne et à cette époque-là, il y a eu un reportage sur Marches-en-Famenne. Enfin, Marches-en-Famenne était considérée comme la ville où il faisait le mieux vivre en Wallonie en 2012. Je ne sais pas si ce palmarès s'est répété dans le temps, mais ça incitait les gens à y venir. Il y avait ça avec Mons aussi, je pense. Et puis ça, c'était le premier prix de concours Eden, hein, ça veut dire destination d'excellence pour le tourisme, c'est très bien, ça. tout le bazar. Donc maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure il n'y a pas des bacs chiches pour qu'on fasse passer la pilule. Hein. Oui. Allez savoir, moi je me méfie toujours parce que moi j'aime bien, parce que c'est toujours ma ville, hein, on est bien d'accord. Hein. Voyez, bon, j'y vis, c'est tout, mais bon, moi mes attaches sont, voilà, mes attaches sont ici. J'y ai quand même habité quelques années, hein, n'allez pas croire, quand je suis revenu de mes études à Liège, je me suis installé au rempart des Jésuites et tout. Puis, donc Marches, la première trace qu'on en a, c'est en 860 en fait. Et ça fait partie d'un texte qui s'appelle Les miracles de Saint-Remacle. Et qui, comme l'église. Comme l'église, mais c'est pour ça, en fait, on a fait partie des possessions de l'abbaye de Stavelot. En fait, il était de bon taux dans ces époques-là que le seigneur du lieu fasse don de cette terre, de sa ville, à une abbaye. Comme ça, il était certain qu'à son décès, c'était l'ascenseur direct pour le paradis. Et donc, nous, on a été donnés, sans nous demander notre avis, à l'abbaye de Stavelot. Et donc, qu'ont fait les moines de Stavelot? Ils sont venus, en 860, construire le premier édifice religieux ici à Marches, exactement à l'endroit de l'église actuelle. Et c'est un édifice qui était en bois. Ça, on le sait par ce fameux texte des miracles. Et Marches, à l'époque, s'appelait Marca. Marca, ça veut dire en germanique la limite. Nous étions zone frontière avec la principauté de Liège, ce qui va nous occasionner pas mal de déboires au cours des siècles, parce qu'à l'époque, la Belgique n'existait pas, c'était toutes des principautés autonomes, mais on aimait bien de se taper sur la tête, parce que c'était dans les mœurs. L'activité, il fallait s'occuper à l'époque. Voilà, donc voilà, et ça s'appelait Marca in Pago Falminensi. C'est déjà magique. Marches, il y a 1200 ans, s'appelait déjà Marches-en-Famenne. In Pago, dans le pays de Famenne. Ok. Donc ça, c'est quand même... voilà. Mais la dénomination Marches-en-Famenne est assez récente. Il n'y a pas encore si longtemps, on parlait simplement de marche. Puis subitement, il y a eu, je ne sais pas, un peu d'orgueil. Est-ce qu'on s'est dit, mais enfin, on en a marre d'être confondu avec Marches-les-Dames, Marches-les-Écossines, et on veut que ça devienne Marches-en-Famenne. Ça remonte peut-être à une vingtaine d'années que vraiment la dénomination a pris son sens. Quand j'étais gamin, c'était Marches. On ne parlait pas de Marches-en-Famenne. Souvent, on avait une réputation de petit bourgeois, quoi, hein, parce que bourgeois, c'est normal, parce que c'était une ville fortifiée, et une ville fortifiée, les habitants, ce sont les bourgeois, les habitants du bourg. Donc ça faisait une classe sociale en plus à la fin du Moyen-Âge, quand les villes vont se développer, parce qu'au départ, vous aviez la noblesse, vous aviez le clergé, vous aviez le peuple. Et puis avec l'avènement des villes, les gens des villes vont se sentir un petit peu différents. Ils ne sont plus de la plèbe. Voilà, on a le gros coup, on vit à l'intérieur d'une ville fortifiée. On a des avantages, des privilèges garantis par l'enceinte fortifiée et tout. Et on ne veut plus s'appeler le peuple ou quoi. On s'appelle les bourgeois. On est des commerçants riches, on fait des affaires. Donc... Oui, c'est une ascension sociale, une reconnaissance absolument, aussi. Absolument. Et ici à Marches, vous aviez... c'est une ville qui était réputée au Moyen-Âge parce que, comme aujourd'hui, c'était une ville à un carrefour routier. Vous aviez la route qui partait de la mer du Nord et qui allait jusqu'en Italie, quasiment. Aujourd'hui, c'est l'actuelle E411 et la N4. Oui. Et l'autre route qui venait d'Allemagne et qui traversait Marches et qui se dirigeait vers la France et jusqu'en Espagne. Donc c'était déjà des routes, sans doute d'anciennes voies romaines, mais qui ont permis une apogée à Marches, quelque chose de phénoménal. Donc Marches s'est développée ici grâce à ce carrefour routier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la ville continue à se développer économiquement, parce qu'on a retrouvé ce carrefour routier, parce que dans les années 50, Marches était un petit peu oublié. Hein. C'était Arlon qui se taillait la part du lion, tout ça. Nous, on était... Puis, il faut dire aussi que ce n'est qu'en 1965 qu'on a créé le contournement de Marches. Imaginez, vous avez la rue du Commerce, que vous voyez, tout le charroi de l'actuel E411 et National 4 passait ici, dans les deux sens, camions compris.
Oui, pas de transport fluviaux ici. Non, il y a donc une petite rivière qu'on appelle la Marchette. Mais on n'a pas transporté Ah bah non, grand-chose dessus, on je transporte, pense, hein. c'est juste bon pour pêcher. Voilà. Voilà. Et la Marchette, en fait, je reviens sur Marca, il était d'usage au Moyen-Âge, quand on s'installait au bord d'une rivière, que la ville prenne le nom de la rivière. Donc c'était la rivière Marca. Alors on s'est appelé Marca, et pour ne pas confondre, on a donné un diminutif. C'est devenu Marchette. Pour dire c'est la petite marche. Vous avez le cas oui aussi, hein. Vous avez le Hoyo qui est le Hoyou. Quand oui s'est développé, elle s'est appelée Hoyo, et on a appelé la rivière le Hoyulum, le petit oui. Voilà donc un petit peu pourquoi Marche s'est développé ici. Bon, mais on va vivoter quand même, parce qu'on va passer de l'abbaye de Stavelot au comté de la Roche, parce que le comte de la Roche, c'était l'avoué, donc c'est-à-dire le représentant des moines de Stavelot, parce que les moines de Stavelot, c'est quand même pas facile à l'époque, vous avez un sacré trajet pour venir de Stavelot à Marche, donc ils confiaient la gestion de leur terre à un avoué. Et puis on ne sait pas si c'est d'une manière légale ou pas, mais hop, c'est le comte de la Roche qui a ramassé les marches pour lui tout seul, exit Stavelot. Puis vont arriver les comtes de Luxembourg qui, eux, vont annexer tout. Ils vont reprendre le comté de Namur, ils vont reprendre le comté de la Roche, ils vont faire le comté de Luxembourg. Bouf. Mais avec des séquelles. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des territoires homogènes. Il n'y avait pas une belle frontière, avec une barrière, des découpages, avec même parfois des appendices qui allaient se glisser. Pour preuve, vous avez un village à 3 km d'ici qui s'appelle Marlois. Oui. C'était une possession liégeoise dans le comté de Luxembourg. Alors ça agaçait très fort les comtes de Luxembourg d'avoir cette espèce de furoncle dans leur beau territoire. Donc de temps en temps, ils allaient taquiner les gens de Marlois. Ouais, on mettait un peu le feu, on pillait, on violait gaiement, voilà. Évidemment, les Marlovanais, c'est leur nom. Hein. Les Marlovanais allaient pleurer auprès du prince-évêque de Liège, qui se dit dans des dômes, ça ne doit pas se passer comme ça. Et le prince-évêque de Liège venait avec ses troupes casser un peu la gueule aux marchoirs. Enfin, tout ça pendant jusqu'à la Dans la Révolution. bonne humeur et Ah oui, la oui, bonne mais les entente, distractions étaient rares à l'époque. Donc il fallait bien s'occuper. Il fallait bien s'occuper un petit peu. Hein. Puis voilà. Donc, et puis à la Révolution française, tout ça va être annexé. On va avoir des départements. Hein. Ici, c'était le département de Sambre et Meuse. Alors que Des coins. ce que je tiens à préciser, c'est comme la ville a très vite été épargnée au niveau des transformations urbanistiques. On a superposé une carte du XVIe siècle avec une vue photographique aérienne récente. Le tracé des rues est toujours le même. Le gabarit parfois un petit peu près d'ampleur, c'est un petit peu normal, mais on se promène dans les mêmes tracés de rue qu'en 1500. Oui. Ça, c'est assez fabuleux. Après, il y a les petits travaux, mais ça, c'est très belge. Mais ici aussi, hein, vous avez la fontaine du Grand Georges, il y avait un pâté de maison. Ah oui. Et qui a été... Mais ça fait déjà quelques temps, ça. Ça a été rasé en 1919. Ah oui, non. C'est ma grand-mère qui m'a raconté ça, mais pour cause de vétusté. Donc, les rues étaient beaucoup plus étroites, vous n'avez pas cette belle place. Donc il faut vous imaginer, comme, vu son rôle de carrefour, la ville de Marche était fréquentée toutes les semaines pour les marchés qui se déroulaient ici. Et 3 fois par an, il y avait les foires, un petit peu ce qui est maintenant nos foires commerciales qui se font au WEX actuellement. Oui. Donc on venait de loin, ça durait plusieurs jours. Tout le périmètre était entouré d'auberges parce que des gens venaient d'Allemagne, de Flandre, de France, attention une guêpe. Et le resto, la Vita e Bella, là c'était la halle. C'est l'endroit où on faisait les foires et les marchés en cas d'intempérie. Vous avez toujours la porte cochère qui montre bien qu'on pouvait y faire rentrer des chariots. Mais la halle du XIVe siècle n'était pas comme ça. Oui. C'était plutôt la halle comme on retrouve encore dans certains villages en France. C'est un toit posé sur une série de poteaux. Oui. Voilà, simplement avec les commerçants sur les extrémités et les clients qui... Et sa taille est conforme à celle qui existait précédemment ? Ça, on n'a pas fait de fouilles malheureusement. Mais bon, ça, c'est quand même un bâtiment au XVIe siècle. Si vous regardez, ça a l'air assez, on dirait 19e, un petit peu comme ça. Mais si vous regardez les fenêtres sur le pignon, et que ce sont des fenêtres à meneaux, donc c'est-à-dire qu'un croisillon. Et ça, c'est une architecture typique de la Renaissance. Donc c'est un bâtiment qui est beaucoup plus ancien que ce qu'on ne pourrait imaginer. C'est parce qu'on a refait un peu les baies, les fenêtres sont plus modernes, mais regardez, on a quand même des fenêtres assez anciennes. Alors comme dans toute ville, c'était le cimetière qui entourait l'église. Oui. Et il y a des morts en dessous de nous, vous voulez dire ? Absolument, et quand on a refait les derniers travaux du piétonnier il y a 1 an ou 2, on a exhumé encore de... Ça, pour ça, les entrepreneurs ne sont pas très respectueux de... Ah mais ils ont des délais à respecter. Hein. Oui, mais normalement, quand vous avez un truc comme ça, on fait stopper les travaux et on fait des fouilles en bonne et due forme, des fouilles de sauvetage. Une chance, avec ma collègue Alice, on avait une antenne ici au café Le Cercle qui nous a dit « il faut que vous veniez vite, ils sont en train de sortir tout ».
On est venu, on a ramassé 4 cajots d'ossements qu'on a stockés au musée et qu'on va réinhumer prochainement de manière un petit peu plus respectueuse, je dirais. On ne sait pas de qui il s'agit, je suppose. Non, et c'est plutôt étonnant anonyme. parce que même pas de traces de clous, comme s'il n'y avait pas eu de cercueil, c'est assez curieux. C'était peut-être une fosse commune aussi. Non, pas à l'intérieur des villes. On va, à un moment, au XVIIIe siècle, on va interdire les cimetières autour des villes pour 2 raisons. Autour des villes ou autour des églises? Autour des églises, pour 2 raisons. Hein. D'abord, le cimetière était ceinturé par un mur. À un moment, il n'y a plus de place. Vous avez beau creuser, il y a déjà Jules, il y a Firmin qui est là, c'est plus possible. Et puis, les épidémies médiévales vont faire que, on sait par exemple que les morts de la peste restaient contagieux pour les vivants. Donc on s'est dit, plus de ça, donc on a créé le premier cimetière à l'extérieur, qui est le cimetière Saint-Roch, qui se trouve à l'extérieur de la ville. Oui. Il y a l'ancien cimetière. Voilà, c'est l'ancien cimetière où il y a la petite chapelle. Tout à fait. Et dans la chapelle, vous avez toute une série de pierres tombales qui forment le pavement. Et ce sont tous des gens morts entre mai et novembre 1636, qui est la date de la 2e épidémie de peste. Voilà, donc dans les villages, on va continuer à laisser les cimetières autour des églises parce qu'il y avait moins de promiscuité, je veux dire. Oui. Mais en ville, ça posait vraiment problème. Il faut vous imaginer que les rues n'étaient pas aussi larges. Hein. Il y a le cimetière qui se trouvait de ce côté-là, entouré, donc vous aviez entre chez Oxfam là et le mur du cimetière, vous avez peut-être ça de place. Et il y a une chronique qui raconte que lors d'un orage très violent, les terres ont été labourées et les ossements retombaient sur votre seuil, quoi. C'est pas très agréable. Donc il y a un moment, il va falloir se dire, on arrête, quoi. Et oui, les nouveaux cimetières étaient consacrés à Saint-Roch, parce que Saint-Roch, c'est le protecteur des pestiférés. Bon, on n'a plus besoin de protection. Non. Comme dirait ma collègue Alice, comment est-ce qu'on sait qu'on a la peste? Le premier jour, on tousse et le lendemain, on est mort. C'est un peu rapide, mais c'est on possible. explique ça pour expliquer aux enfants. Ça les amuse beaucoup. Un peu radical, mais... Regardez, on peut faire un petit tour par là. Quand je fais des visites de ville, j'arrive toujours par là pour monter sur la place. Et je demande aux gens, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que la rue, quand on se trouve là, pourquoi est-ce que la rue est plus élevée que le niveau du sol où on se trouve? Les gens, je sais pas, c'est le rempart, machin, je dis non, c'est le cimetière. Ah. Le cimetière a été comblé, il n'a pas été vidé de ses locataires, mais ils sont toujours ici en dessous. Ici, quand tout était enlevé, tout ça, il y avait des ossements tout le long, ici, il y a 1 an et demi, 2 ans. Hein. Bon, avec eux, pas trop de problèmes de bruit de voisinage. Non. Donc vous voyez, là, la petite placette est en contrebas, Oui. parce qu'ici, on est sur le cimetière. On est sur le cimetière. Et pourquoi on n'a pas tout retiré? Ouais, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas voulu faire comme les catacombes à Paris, hein, des charrois incroyables d'ossements stockés dans l'ancienne carrière. On s'est dit, on va tout remeubler. Comme on a créé un nouveau cimetière à l'extérieur, c'est plus la peine de continuer à... Oui, tout à fait. Et je viens aussi par ici parce que c'est le plus beau point de vue qu'on ait, à mon sens, sur l'église. Quand on la prend de face, vous avez ce clocher qui est un petit peu disproportionné par rapport à l'ensemble. Et donc, il écrase un petit peu toute la masse de la nef et des collatéraux. Tandis qu'ici, il a un côté un petit peu plus modeste. Mais c'est une belle perspective. L'église-ci, c'est la 3e de Marchand-Famenne. Je vous ai parlé d'une première en bois. Construite ici, mais beaucoup plus modeste. Comme c'est du bois, ça va durer une centaine d'années. Oui. On va reconstruire une église romane, dont on a retrouvé les fondations à l'intérieur de l'église en 74, quand on a fait les travaux de rénovation. Et cette église romane va rester en place à peu près 500 ans. Et elle va disparaître lors d'une visite de nos amis liégeois. La différence entre le style roman et le style gothique. En fait, le roman, ce sont des bâtiments trapus, aussi par manque de technique, des bâtiments trapus avec des petites ouvertures, des murs épais, mais aussi, c'est un peu l'image d'un Dieu un petit peu répressif et intolérant. Voilà, à l'époque, comme les prêtres l'étaient. Et puis, il y a la Renaissance qui arrive, et le gothique va se développer bien à ce moment-là, comme le gothique flamboyant de l'église de Marche. Et là, on dit, mais non, Dieu est lumière. Et là-dessus, comme on a trouvé les techniques pour faire des grandes baies vitrées, monter des bâtiments plus hauts, on les met des vitraux pour que la lumière pénètre dans les édifices, qu'il y a un scintillement, un chatoiement de couleurs. On dit, c'est ça Dieu, venez à l'église, seulement vous sentirez bien. Quoi. Il y avait les moyens, parce qu'à l'époque,
verre coûtait très 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 cher. C'est ça qu'on voyait aussi dans les maisons, que la personne était très riche ou pas, suivant l'ouverture des fenêtres, parce que ça coûtait extrêmement cher. Et ici, en fait, cette église, il a fallu presque 50 ans pour la construire. Parce que les Marchois, je vous ai dit, ils sont très fiers de leur patelin et tout, et ils jalousaient un petit peu des villes comme Malines ou Namur qui avaient de belles cathédrales. Et je dis, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas droit, hein? Donc ils ont commencé, mais alors les fonds n'ont pas suivi. Et la construction a pris du retard, tout ça. Tiens, déjà à l'époque. Et en 50 ans, on change d'architecte, on change de maçon, on change de tailleur de pierre. Donc il y a une multitude de styles. On appelle ça une église gothique, mais c'est du gothique de marchand-famille. Vous comparez avec Reims ou quoi, réinventé. Rien à voir, quoi. Donc voilà, mais bon, on l'a eu malgré tout. Et elle a subi de gros dégâts lors des incendies aussi. Incendies parfois accidentels. Je ne dis pas, les Liégeois, il ne faut pas toujours les embêter avec ça. Plusieurs incendies. Quand même, on en répertorie 9. Depuis sa création. Depuis que les archives nous parlent de Marchand-Famenne. Et encore, ils ne sont peut-être pas tous cités. Il faut se dire qu'à l'époque, les maisons étaient en bois, en torchis, des toits en paille, toutes mitoyennes. Quand le feu démarre là-dedans, pour l'arrêter, c'est ça que je demande parfois aux enfants, comment est-ce qu'on arrêtait on fait la chaîne avec des seaux, c'est ça. Ça, c'est dans les films. Donc je dis, on regarde par où vont les flammes et on casse la maison qui suit. Comme ça, faute de combustible, l'incendie s'arrête. Oui. C'était la technique. Sauf s'il y a beaucoup de vent, enfin bon bref, ça c'est par rapport aux mais le dernier incendie de 1806, la ville a été quasiment toute ravagée. Ouais. Il y a eu beaucoup de dégâts, oui. En fait, le centre-ville n'est pas très, très grand. Hein. En fait, le quadrilatère du rempart faisait 300 mètres de côté. Donc le centre historique, c'est quelques hectares et c'est pas très grand. Et à l'époque, on ne construisait pas à l'extérieur du rempart parce que c'était un gage de sécurité de se retrouver à l'abri. Même les moines de Rochefort avaient leur propre refuge ici à Marches parce que leur abbaye n'était pas fortifié. Et ils avaient un pied-à-terre, je dirais, à Marches. Et pendant la guerre de 30 ans, ils sont venus se réfugier à Marches aussi. Je ne sais pas s'ils sont venus avec la bière, mais on a eu les trappistes de Rochefort. Mais dans beaucoup de villes, on ne prend pas le temps de lever les yeux. Mais non. Parce qu'il y a souvent des fresques, des petites statues. Ah, mais il y a des tas de choses. Plein de choses à voir. Tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir quand on se balade en ville comme ça. Il y a même des petites potales parfois. Il y a pas mal de maisons où il y a des saintes barbes, qui étaient la protection contre les incendies. Ou parce que le propriétaire pouvait être peut-être sapeur-pompier. En fait, sainte Barbe, c'est la patronne des métiers un peu dangereux liés au feu. Les mineurs, les démineurs, les artilleurs, les pompiers, même il y a certains ouvriers du bâtiment. Parce que je sais, quand on a fait le tunnel de Cointe à Liège, les ouvriers ont exigé d'avoir une statue de Sainte Barbe sur le chantier, sinon ils ne travaillaient pas. Les couvreurs qui... Non. Peut-être pas dans le cadre d'un tunnel. C'était peut-être les gens justement qui devaient creuser la roche ou à l'aide peut-être d'explosifs et tout. Et la Sainte Barbe est toujours là. On lui a fait une vitrine et elle est aménagée dans le tunnel de Cointe. C'est assez amusant. En fait, Sainte Barbe est devenue la protectrice des gens qui ont des trucs dangereux parce que, à cause de son histoire, en fait, elle a vécu au IIIe siècle de notre ère et en Turquie. Elle voulait devenir chrétienne. Le papa a dit pas question. Bon. Et pour être sûr qu'elle ne fasse pas de bêtises, il l'a enfermée dans une tour à 2 étages. Et la gamine, futée, est parvenue à faire venir un prêtre qui l'a baptisée. Et là-dessus, pour bien narguer papa, elle a fait construire un 3e étage pour lui représenter la Sainte Trinité. Et donc, là-dessus, elle en a marre du paternel, elle s'enfuit. Et son père veut la retrouver pour la châtier durement. Mais elle se planque dans les collines. Mais il y a un félon de berger qui dit à son papa, elle est planquée là-bas, la petite. Le père arrive, hop, et il décapite la fille. Ah, bah c'est oui. Le courroux paternel à l'époque. Et là-dessus, il est foudroyé par Dieu par un éclair. D'où, c'est pour ça, la légende, c'est parce que le père a été foudroyé par le feu, qu'elle est la protectrice des gens qui font un métier dangereux, qui ont affaire avec du feu. Voilà, on arrive ici au quartier latin, qui est aussi... le quartier latin. Il faut savoir que Marches a eu 3 implantations religieuses intramuros. Il y avait 3 monastères à l'intérieur de la ville. Vous aviez des carmes, vous aviez des carmélites, qui est le modèle féminin, et vous aviez les jésuites ici. Oui.
Et les jésuites, eux, c'est une architecture tout à fait particulière. Ça n'a pas vraiment une tête d'église, ça ressemble plus à un meuble de salle à manger. Et si vous regardez les églises jésuites au Mexique, tout ça, ou en Amérique latine, c'est vraiment le même style d'architecture, cette espèce de façade qui se dénote par rapport aux édifices religieux actuels. Et donc ces jésuites, c'était des enseignants. Ils enseignaient les humanités latines. C'est pour ça le nom du quartier latin. C'est pas pour faire un clin d'œil à Paris, c'est parce que c'était les humanités latines. Et seuls les fils de bonne famille suivaient ces études. Et le petit peuple, il allait garder les vaches au champ, ils apprenaient le métier de papa. C'est plus facile de dominer des personnes qui sont moins éduquées. Aussi, oui, il y avait toujours cette fraction avec le tiers-état. Et maintenant, les humanités latines, ça voulait dire aussi qu'une fois franchi la porte du collège, on ne voulait plus entendre un mot de français. Alors moi je vous dis, la trigonométrie des gens en français je ne comprends pas, mais alors en latin, je ne sais pas si ça marcherait. Là, regardez même ici, si on regarde un petit peu, c'est magnifique. Oui. Et là malheureusement c'est fermé. Oui. Et il y a des gens qui n'hésitent pas, eux, à enlever ce qu'on a remis pour retrouver. Ça, alors là, on est plus dans de l'authentique, je suppose. Une maison du 17e, oui. Et le bois est toujours du 17e ou... Enfin... Oui, ils font ce qu'il faut. Mais c'est son métier. Il est restaurateur de vieilles maisons. Oui, alors, c'est un plaisir. Donc on lui a demandé, vous n'allez pas tout foutre en l'air, surtout pas, qu'il a dit. Ok, c'est gai d'avoir encore des passionnés ici. Oui. Tout ça, c'est du faux vieux. Oui. Tout ça, c'est du faux vieux. Mais ça reste des pierres locales. Il y a des pierres de réemploi, mais ça, c'est complètement nouveau. Mais ça a son charme quand même. Ah, tout à fait. Et là, c'est encore... Ah non. Ah bah oui, encore une autre... On retourne sur la rue principale, oui. Oui, du faux colombage. Ils ont même reproduit, les maisons en encorbellement. Ça aussi, c'est une histoire. Vous savez pourquoi ces maisons, beaucoup de maisons de Moyen-Âge, le rez-de-chaussée est étroit et les étages se développent sur des supports comme ça, qu'on appelle une construction en encorbellement. Parce qu'à l'époque, en ville, si vous vouliez construire, il y avait une taxe sur l'occupation au sol. Donc les gens faisaient un petit rez-de-chaussée et ils se vengeaient en agrandissant les étages. Voilà. Et on appelle ça encorbellement parce que cette pièce de support, ça s'appelle un corbeau. Et un corbeau, au Moyen-Âge, ça s'appelait un corbel. Donc comme il y a des corbeaux, c'est un encorbellement. Ok. Voilà. Alors je vais vous faire découvrir une petite rue qui a vraiment gardé son cachet, je dirais, médiéval. Ah, mais c'est pas la seule si c'est celle-là. C'est ça, c'est la rue Rosette. Parce qu'il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres petites comme ça. Mais il y a des venelles qu'on a reconstruits, je dirais. Pas loin justement du studio au Carme, il y a des trucs qui sont contemporains, mais auxquels on a donné un aspect ancien. Mais ici, vous aviez vraiment le gabarit, le gabarit des rues médiévales, avec le fossé au milieu, comme c'était le cas à cette époque-là. Alors là, ça je dévoile, mais je ne garantis pas que c'est la vérité. Je me suis demandé pourquoi on avait appelé ça comme ça, Rosette. Est-ce qu'il y avait une dame qui s'appelait Rosette? Bizarre. C'est quoi une rosette? C'est un saucisson du côté de Lyon. Oui. C'est un élément de décoration. C'est un mécanisme d'horlogerie. Tout ça n'était pas très parlant. Et puis, j'ai fait des recherches et je suis retombé sur une étude universitaire intéressante qui explique que la rosette, au Moyen-Âge, c'était un préservatif féminin pour les prostituées. Ok. Et je dis, quand on voit le gabarit de la rue, on peut imaginer quelques néons rouges aux fenêtres, parce que marche... Les gens se prétendent bons chrétiens et tout le bazar et bons pères de famille, mais il y avait sûrement sa rue chaude aussi. Bien sûr. Ne rêvons Comme pas, partout. il n'y a pas qu'à Liège et à Namur où il y a les quartiers un petit peu chauds. Alors ici, vous avez un bâtiment tout à fait particulier. Oui. Donc vous avez la maison Jadot, enfin les maisons Jadot, et ça c'est le château Jadot. En fait, comment est-ce que ça se passe? Au départ, il y a un seul bâtiment, le gros bâtiment. Donc voilà, donc au départ, vous avez ce bâtiment aussi qui est du XVIIe siècle. Et c'était la demeure d'un seigneur local, seigneur de Haye. C'était Jean d'Auchet. Voilà, et de sa femme Jeanne de Soie.
les successeurs vont faire bâtir cette aile au 18e. Alors ici, ils sont pris comme des manches parce que les étages ne correspondent pas. Les étages ne correspondent Mais pas. même le rez-de-chaussée, effectivement, oui. Il y a des escaliers pour passer d'un bâtiment à l'autre, d'un étage à l'autre, parce que je ne sais pas comment ils ont fait, enfin ici, ils sont mal pris. Et tout ceci, au début du 19e siècle, va être acheté par la famille Jadot, c'était des notaires. Et le dernier des Jadot, sans doute se sentait-il à l'étroit, fait construire le château Jadot. Parce qu'ici, dans le bâtiment, vous aviez l'étude notariale, et là, c'était la demeure du notaire en lui-même. Et puis le dernier des Jadot, Emmanuel Jadot, va faire construire ça. Alors on pense que c'est un coup publicitaire. Parce qu'au 19e siècle et au 20e, vous aviez deux familles de notaires à Marche. Les Jadot, qui étaient de tendance libérale, et il y avait les Bourguignons, qui étaient de tendance catholique. Et à l'époque, c'était par le grand amour. Et on pense que, imaginons des clients potentiels pour Bourguignon qui montent la Grand Rue, ils vont tomber sur le château Jadot, ils vont se dire c'est pas la peine d'aller plus loin, celui-là a l'air plus sérieux, t'as vu la baraque qu'il a. C'est une théorie, hein. Je ne dis pas que c'était ça le but du jeu. Ouais. Voilà. Et puis la ville a racheté l'ensemble avec les jardins, le jardin à la française, tout et ça. Les carmes qui sont et les carmes qui sont là. Ouais, c'est vraiment le centre historique de Marche ici. Il y a de très beaux restes. L'ancien couvent des Carmes a gardé pas mal de son esthétique. Oui, ces vieilles pierres aussi. Et il faut imaginer ça quand même beaucoup plus peuplé, parce qu'on a fait des fouilles dans les années 90, et dans le parc ici derrière, qui est tout arboré maintenant, on a retrouvé des fondations de maisons. Donc la ville ceinte d'une muraille, c'est difficile on utilise le moindre espace. Oui. D'ailleurs, il y a une petite rue qui descend de la place aux Foires, qui s'appelle la rue des Écomènes. Les gens demandent toujours ça veut dire quoi, ça vient de commun. C'est-à-dire que c'était des terrains qui étaient mis à disposition par les municipalités pour des gens qui n'avaient pas de terrain, peut-être pour mettre un petit carré potager ou mettre une bique, voilà. Parce qu'on dit commun, oui, je sais, mais on fait changer, j'ai trouvé ça, voilà ce que ça veut dire. Et ici, c'est une rue qui a complètement changé. C'était plein de vieux bâtiments très vétustes, je dois dire. Et c'est une rue qui a un côté un petit peu sulfureux parce qu'il y avait au 19e siècle un prêtre qui s'appelait Vital Prélat. Il portait bien son nom pour un prêtre. Et sa vocation principale, c'était de remettre les truands et les malhonnêtes sur le droit chemin. Évidemment, ça, c'est ce qu'on raconte les vieux, hein, mais comme plusieurs m'ont raconté, je veux dire peut-être du vrai, ça déplaisait très fort à Satan, qu'on lui pique ses ouailles. Et le malheureux prêtre, toutes les nuits, était victime d'assaillis. Le diable venait le tourmenter, un petit peu comme dans l'Exorciste, hein, avec la tête qui tourne. Oh. Il paraît que les gens étaient dans la rue et on voyait voler les meubles. Et le lendemain, le pauvre homme était couvert de bleu, tout couturé. Voilà. Et il est mort comment, finalement? Oui, je n'en sais rien. Je crois qu'il est parti vivre ailleurs. Oui. Ici, il reste la maison du père abbé. Oui. Avec une date, non. Au départ, c'était prévu pour faire une salle d'exposition. Et puis on y a déménagé les services informatiques de la ville. Et puis maintenant, il n'y a rien, il n'y a plus personne dedans. Okay. Et on ne sait pas quelle affectation on va lui trouver. Et ici, c'était l'église abbatiale, qui a été fouillée dans les années 90. Mais il n'y a plus d'église. Hein. D'ailleurs, les archéologues ont dit, on sent que c'est à la Révolution française, hein, tous les édifices religieux étaient rasés. Oui. Les archéologues ont dit, on sent qu'il y avait une rage contre le clergé parce que même les fondations avaient quasiment disparu. Ils ont eu du mal à retrouver les fondations de l'église. Alors creuser à 2 mètres dans le sol pour tout péter, il faut vraiment vouloir. Hein. Oui. Et là où il y a le petit théâtre, c'était le cimetière des moines. Ah. Bravo, encore une fois de plus. Et on a un ami qui vient souvent au musée. Il a vu qu'on chargeait les cadavres, enfin les morts, tous les squelettes. Et il a suivi un des camions pour voir ce qu'on allait en faire. Et bien tous ces braves gens se trouvent sur la route de la Roche du côté de Grimbiémont, dans un fossé. Toujours à ciel ouvert? Non, non. Tout est remblayé et tout. Enfin, oui. Moi, ça me choque. Je ne suis pas pour les cultes de mort à outrance, mais il y a un minimum de respect quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, et je reviens un petit peu sur les métiers, parce qu'ici on a la rue des Savoyards. Vous allez me dire qu'est-ce que la Savoie vient faire ici à Marche. En fait, ici à Marche, comme il y avait des foires, des marchés, c'était une ville économiquement très développée. Il y avait 3 corporations de métiers. Vous aviez des tanneurs, il y a une rue des tanneurs. Vous aviez des brasseurs, la rue des brasseurs est ici. Et il y avait des bouchers.
Et bizarrement, il n'y a pas de rue débouchée à Marche. On sait pas, pourtant, c'était la corporation la plus importante. Alors les corporations, c'est quoi? Ce sont les gens qui font le même métier, qui se groupent par quartier. Oui, tout à fait. Ça peut paraître bizarre au niveau de la concurrence, mais ça fonctionnait comme ça. À Mons, on a exactement la même Voilà. chose. En fait, le but, c'était surtout de préserver la qualité du métier et aussi un esprit de solidarité. Parce qu'à l'époque, on n'était pas employé. Si un brasseur tombait malade, il y a quelques-uns qui se dévouaient pour aller faire sa production à sa place pour que sa famille ait de la subsistance. Voilà, donc on prêtait serment, c'était vraiment comme rentrer dans une secte en corporation. Et donc, préserver la qualité du métier, pourquoi? Imaginons un brasseur qui ne veut pas faire partie de la corporation et qui s'installe là-bas et qui fait une bière dégueulasse. Très vite, la réputation, on ne va jamais boire une bière à Marche, elle est très mauvaise. Pour une seule, oui. Pour ça, il était obligé de s'inscrire à la corporation et il suivait le cheminement apprenti, compagnon et maître. Donc sous la conduite d'un brasseur expérimenté, il apprenait le BABA du métier. Il passait ses épreuves, et puis une fois qu'il était apte à produire une bière de qualité, il pouvait passer maître et s'installer à son compte. C'est de là que vient le terme le chef-d'œuvre. En fait, dans le compagnonnage, surtout dans le bâtiment, pour accéder à la maîtrise, le compagnon devait produire une pièce maîtresse. Si vous avez l'occasion un jour d'aller à Tours, dans la Loire, d'aller voir le musée du compagnonnage. Il y a des trucs à tomber le cul par terre. Il y en a qui a fait une charpente d'église, mais comme on dirait avec des bois d'allumettes. Et ça, c'était son chef-d'œuvre. Ça porte bien son nom. Donc, mais ça vaut la peine d'être vu. Les tanneurs, eux, c'est le travail du cuir. C'est eux qui transformaient les peaux d'animaux pour les transformer en cuir, en faisant des chaussures. D'ailleurs, on a fait des fouilles en 1989, si je me rappelle bien, et on a retrouvé un atelier de travail du cuir complet. Ce qui fait qu'on a au musée pas mal de godasses en cuir qui datent du XIVe siècle. Ça, c'est assez impressionnant. Et parfaitement conservé parce que le milieu était marécageux. Donc le cuir n'a pas séché, il est resté en très bon état. Alors je reviens à mes Savoyards, parce que sur le boulevard urbain, vous savez, en face de la place de l'Étang, on a reproduit les fameuses tours disparues avec des métiers. On voit un tanneur, on voit un brasseur, on voit une dentelière et on voit un ramoneur. En fait, ce qui se passe, c'est que la Savoie, c'est un pays de montagne et ce sont des éleveurs. Et quand l'hiver vient, ils ne savent plus travailler parce qu'on fait rentrer les bêtes et tout. Et ils proposaient leurs services à travers l'Europe comme ramoneurs. Okay. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont eu droit à une rue à Marche? Ça, je n'ai pas la réponse. On le saura peut-être. Et c'est beaucoup moins poétique que ce qu'on imagine. On voit le joyeux ramoneur de Mary Poppins là et tout. En fait, le sale boulot, c'est les gosses qui le faisaient parce qu'ils savaient rentrer dans les conduits de cheminée. Pour vous dire que la mortalité... oui, devait être élevée. Les chutes et puis les poumons encrassés par la suie, pauvres gamins. Sinon, autrefois, ici, ça s'appelait la rue du Pont des Richots. Parce qu'il y avait un petit pont. Donc une rivière. En fait, Marche, comme toute ville fortifiée, était entourée de douves en plus. Et on a gardé la place de l'étang en bas, qui rappelle l'ancien étang. Mais on a toujours une petite partie de l'étang d'en haut. Et donc, comme la ville est construite sur un dénivelé de 7 mètres, l'eau, en temps de paix, était maintenue dans l'étang d'en haut. Il n'y avait rien dans les fossés latéraux. Mais ça avait aussi une fonction économique, c'est-à-dire que le trop-plein de l'étang d'en haut faisait tourner les moulins des tanneurs qui broyaient l'écorce de chêne. Et donc, ce cours d'eau, qui était à ciel ouvert à l'époque, passait ici dans la rue et vous aviez un petit pont. Et qui est devenu ce cours d'eau. Il est toujours là, mais il est canalisé, il est en souterrain. Okay. J'ai en projet d'ailleurs de faire le trajet à la lampe de poche et tout. Peut-être avec un canari. En souterrain. Oui, peut-être avec un canari devant, parce que comme les mineurs, comme ça, s'ils meurent, je sais qu'il n'y a plus d'oxygène et je fais demi-tour. Non, je ferai prendrai une bougie. Il ne faut pas embêter les canaris avec ça, c'est méchant. Alors, Marche, et là, c'est un petit peu l'empreinte de notre ancien bourgmestre, M. Bouchat. Marche, il y a des statues et des sculptures un petit peu partout, de tous les styles, de tous les goûts. Mais c'est un homme qui était passionné d'art et d'art contemporain et qui a voulu vraiment développer sa ville au niveau culturel et au niveau artistique. La statue un peu étrange qui se trouve un petit peu plus loin, près de la place... avec les deux bébés. La Carmélite. Ça vient de lui aussi. Parce que mais c'est à la fois, moi je trouve ça fascinant, mais je comprends que ça puisse être Il y a beaucoup effrayant. de gens qui trouvent ça atroce. Ah oui, c'est effrayant. On dirait les deux petits bons, on dirait deux diablotins. Mais avec en plus des seins.
Oui, Ça donne un côté très... En plus, c'est censé représenter une carmélite. Or, les carmélites, on les appelait les dames blanches, donc elles étaient habillées en blanc, blanc et noir. Et les cornettes, non, c'est la religieuse dans les films de De Funès avec les cornettes. Oui. C'est les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Ça n'a rien du tout à voir avec les carmélites. Les carmélites, c'était des religieuses traditionnelles. Oui. C'est une rue qui menait, pour les riverains, qui menait à la fontaine des Carmes. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de distribution d'eau à domicile. Oui. Donc les gens allaient avec leurs cruchons à la fontaine. Et là-dessus, il y a quelques années, l'Office du tourisme avait réalisé une espèce de rallye touristique pédestre en ville. Et une des questions, c'était, à une certaine époque, les Carmes ont eu un comportement bien peu chrétien. Pourquoi ? Bien parce que les Carmes, c'était aussi des brasseurs. Et il se fait qu'à un moment, pour une raison encore ignorée, ils ont gardé la fontaine pour eux tout seuls. Ils l'ont entourée d'un mur, interdisant aux riverains de venir s'approvisionner en eau. Ils voulaient garder l'eau pour eux, pour leur brasserie. Alors évidemment, priver les gens d'eau, ça ne se va pas. Donc les riverains sont allés au Conseil de Luxembourg se plaindre. Il y a eu un procès qui a duré 12 ans. Oh bah tiens. Au bout du compte, c'est quand même les riverains qui ont gagné. Et les moines ont été obligés de démolir le mur et de laisser se approvisionner. Et alors, c'est pour ça qu'ils ont eu un comportement bien peu chrétien. Priver les gens en les assoiffant comme ça, c'est pas très sympa. Et pendant toute cette durée de procès, ils allaient chercher de l'eau. Il y avait d'autres fontaines, mais c'était un peu plus loin. Ouais, voilà. ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on pense que depuis toujours, les Carmes avaient réclamé dans leurs attributions l'enseignement. Et quand les jésuites sont arrivés, on leur a donné d'office. On pense qu'il y a une petite revanche. Ah, vous vouliez l'enseignement ? Ben, là, tiens. Ok. Vous avez été vilain avec les riverains, c'est bien fait pour vous. Ici, on arrive sur le boulevard du Midi. Et le mot boulevard, ça signifie, c'est le chemin de route d'un rempart. Ok. Donc ça nous donne une petite idée. D'après les fouilles qui ont été faites au 19e siècle, on a trouvé par endroits que le mur faisait 4 mètres d'épaisseur. Vous imaginez 4 mètres. Et ce qui correspond à peu près pour un léger dénivelé. Et 4 mètres pleins, où il n'y avait pas de creux à l'intérieur, donc je suppose que c'était Disons, pierre, béton ou... je suppose qu'on faisait un parement bien épais, on mettait du blocage au milieu. Oui. Hein, oui, on voit qu'on est quand même légèrement surélevé. Et puis ça continue, je suppose. Boulevard, ça suit le boulevard urbain qui est en face de la maison du tourisme. On remonte le rempart des Jésuites, fatalement, et puis vous avez la rue où il y a la rue des Tanneurs, tout ça. Oui, tout à fait. Donc c'est à peu près le quadrilatère, qui n'était pas un carré parfait. Hein. Il y avait des angles, mais les bâtisseurs s'adaptaient un petit peu à la conformité du terrain aussi. Oui, qu'on voit bien que la ville est sur un dénivelé de 7 mètres. Hein. Oui. Ils ont construit vraiment, mais bon, on suivait, on a voulu mettre le carrefour routier à l'honneur. Alors, une particularité de Marche sous l'Ancien Régime encore, c'est qu'il y avait 2 cours de justice. Complètement aberrant, d'habitude on a la haute cour de justice. En fait, on pense que l'origine de Marche, avant Stavelot et tout, bien plus tard, on pense que c'est une possession de la seigneurie de Waha, la fameuse église romane, parce qu'ils auraient voulu développer de l'industrie, mais il n'y a pas de cours d'eau à Waha. Pas exploitable. Ici, il y en a un. Et le quartier des tanneries, à mon avis, on pense qu'au départ, ça dépend de la seigneurie d'Ouaha, avec la cour de justice. Donc, tout le haut de la ville de Marche dépendait d'Ouaha et le bas de la ville dépendait de Marche. Alors, en cas de conflit de voisinage, je ne sais pas comment ils faisaient, Oh my god. mais ça devait être chaud. C'est la Belgique en miniature, presque. Oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Oui. Donc, si c'était les douves, et ça vous donne une idée de la profondeur. Hein. On sait que les fossés faisaient 7 mètres de profond, les remparts faisaient 7 mètres de haut, donc vous aviez 14 mètres à franchir pour prendre la ville d'assaut. Ce qui n'a jamais été fait d'ailleurs, ils n'y sont pas arrivés. Et avec 4 mètres d'épaisseur. de mur. Donc que faisaient-ils nos amis liégeois quand ils venaient ils tiraient des projectiles enflammés et ils se vengeaient en incendiant la ville. Quoi. Et donc Marche était percée de 2 portes, d'entrée ou de sortie, comme on veut. Il y avait la porte haute et la porte basse, dont les rues rappellent toujours le souvenir. Hein. Et la porte haute se trouve La porte, apparemment... On ne la voit plus, je suppose, de toute façon. Non, il n'y a plus rien du tout. Oui, tout a disparu. La porte haute se trouvait, en fait, à la place de ce bâtiment-ci. D'ailleurs, curieusement, il y a un emblème... Enfin, avec le soleil, c'est difficile. Voilà, mais ça c'est le symbole, c'est les anciennes armoiries de Marche. Et personne ne peut me dire qui a mis ce truc-là.
Mais on est à l'emplacement de la porte. Ok. D'ailleurs, les caves de ce bâtiment sont très 14e siècle, hein, avec des grandes voûtes et tout. Et donc, c'est Paris, la porte basse se trouvait ici. Et c'est vraiment ici qu'on voit que c'est une ville carrefour. On venait de Liège par là, Ouais. de Hautton-Barvaux par là et de Namur par là. Ok. Donc tout le flux se concentrait et rentrait ici par une seule porte. Et on ressortait en haut pour se diriger vers le sud, vers le Luxembourg. On pouvait rentrer des deux côtés. Ah oui, 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 ça dépend d'où on venait. Oui, oui. Mais c'était vraiment un carrefour routier important. Alors, jusqu'en 1965, il y avait encore les bases de tourelles, de 5 tourelles du rempart. Et en 1965, quand on a fait le contournement de la ville, chut, l'entrepreneur a tout balayé. Une fois de plus. À Bruxelles, c'était une maison qui a été détruite. Ah oui, oui. Dans les années 70. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu des photos. Pourquoi Il y a une BD qui a été faite là-dessus.